Christian Gary, vous êtes directeur d'unité fonctionnement et conduite des systèmes de culture tropicaux et méditerranéens à l'Institut national de recherche agronomique, le fameux INRA de Montpellier. Alors, c'est à vous, je vous passe la parole. Voilà, donc c'est une unité mixte où aussi travaillent des collègues du CIRAD et de Montpellier Supagro. Donc les collègues du CIRAD prennent en charge les systèmes tropicaux. Et donc c'est une unité qui est constituée d'agronomes, une trentaine de personnes environ, de permanents, et qui se consacre à un travail sur la diversification des systèmes de culture comme un levier de réduction des intrants. Et donc la question des phytos en particulier est travaillée dans l'unité, entre autres sur les systèmes viticoles, et c'est sur ces systèmes que je donnerai quelques exemples à partir de travaux conduits dans l'unité. Alors, la commande, c'est que dit la recherche sur la possibilité de réduire les intrants en agriculture. Évidemment, je ne ferai pas une présentation exhaustive en un quart d'heure, mais je donnerai quelques exemples dans 3 domaines où je pense que la recherche contribue. Le premier, c'est connaître l'état des pratiques, enfin analyser ce qui se fait véritablement sur le terrain. La deuxième, c'est mettre au point contribuer à la mise au point d'innovation, de systèmes techniques à bas niveau d'intrants à l'échelle des parcelles, à l'échelle des exploitations agricoles. Et un troisième niveau, c'est celui des territoires où là, il s'agit d'instrumenter finalement les acteurs qui ont à gérer les ressources, à l'échelle d'un bassin versant par exemple, en travaillant sur des scénarios, en évaluant des scénarios de changement de pratique. Donc je vais donner quelques exemples dans ces 3 domaines. Alors, connaître l'état des pratiques, ça a l'air, on se dit finalement, on a l'impression d'avoir une connaissance de ce qui se passe et on en a peu en matière d'utilisation des phytos en particulier jusqu'aux années 90. La seule source d'information, c'était les tonnages de substances actives vendues par l'industrie phytosanitaire. C'est d'ailleurs les statistiques qu'on continue à trouver au niveau européen pour savoir, connaître par filière et par pays les consommations de phytos. Donc c'est très global, évidemment ça donne une idée très, très générale, très englobante des choses. Et donc il a fallu attendre les années 2000 pour qu'on mette en place en France des enquêtes dites pratiques culturales. Donc c'est le service de statistique et de prospective du ministère de l'Agriculture qui a mis ça en place, d'abord pour les grandes cultures et ensuite pour la viticulture. Et puis maintenant il passe à l'arbo. Donc c'est quelque chose de très impressionnant parce que pour la viticulture, là, ça s'est fait la première fois en 2006, il y a eu un tirage au sort d'environ 5000, de plus de 5000 parcelles dans les différents vignobles français. Et donc les enquêteurs ont été voir les propriétaires de ces parcelles et leur ont demandé l'ensemble de l'itinéraire technique, donc l'ensemble des opérations culturelles de la campagne 2006. Donc ils ont fait ça en 2007 évidemment. Et ensuite on l'a refait en 2010, enfin, pour l'année 2010 et puis pour l'année 2013. Et donc c'était la première fois qu'on avait un accès direct à ce que font les agriculteurs dans ces parcelles tirées au sort, que ce soit en matière de fertilisation, de protection phytosanitaire, de conduite de la culture. Et donc ça a donné tout d'un coup une vision quand on parle de changement de pratique, quand on parle de changer de modèle agricole, puisque c'est le sujet, quel est l'état initial. Mais la première constatation, c'est qu'il y a une très grande diversité des pratiques. On ne peut pas considérer que même dans une filière comme la viticulture, qui a une pratique moyenne, homogène, évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est la grande diversité d'une région à l'autre. Donc l'indicateur global de consommation des phytos, c'est l'indice de fréquence de traitement, l'IFT, donc c'est le nombre de doses utilisées pendant une campagne, donc de doses de différents produits phytosanitaires, tous produits confondus. Eh bien, en 2006, on passait de 22, donc un IFT de 22 en moyenne en Champagne, à un IFT de 10 en région PACA, en Languedoc-Roussillon, pardon, et de 7 en région PACA. Et les PO en Languedoc-Roussillon étaient plutôt au niveau de la région PACA. Donc vous voyez, au niveau national, on passe du simple au triple en 2006, mais on retrouve à peu près les mêmes proportions en 2010. Évidemment, on voit bien les raisons climatiques, épidémiques et les modèles de production, les densités de plantation, enfin, qui rendent le vignoble champenois beaucoup plus exposé aux maladies cryptogamiques que les vignobles méditerranéens. Mais derrière ça, ce qui était intéressant, c'est la grande diversité à l'intérieur de chaque région, y compris pour une région qu'on a l'impression, dont on pourrait penser qu'elle est assez homogène, comme les Charentes, où la plus grande partie de la production viticole est consacrée à la production d'alcool pour le cognac. Il y a un seul cépage, la région n'est pas très étendue, assez homogène. Mais même là, on trouve des consommations de phyto qui varient de 1 à 3 dans ce même périmètre. Et donc, il y a eu tout un travail pour essayer de comprendre ce qui justifie cette variabilité. Alors, la première approche, elle est un peu dans l'esprit de
de la séquence, donc changer de modèle agricole. On s'est dit quels sont les modèles finalement de protection phyto en viticulture. On en a défini 4. Un modèle intensif, donc c'est des pratiques qui consistent à assurer une couverture complète pendant tout le cycle de culture de la vigne. Donc on traite en gros tous les 15 jours en tenant compte du temps de rémanence des produits. Donc ça, c'était quand même 13% des parcelles au niveau national en 2006. Après, il y a un autre type qui est facile à identifier, c'est le bio. C'était 2% seulement des parcelles à l'époque. Et puis, on a identifié également un modèle intégré. Alors, la protection intégrée, c'est l'utilisation d'alternatives aux intrants autant que possible. Et donc, l'utilisation de ces intrants seulement en dernier recours. Et donc là, le critère, c'était de retenir des parcelles où il y avait 0 herbicide ou 0 insecticide. En considérant que pour les fongicides, c'était vraiment compliqué. 0 fongicide, ça n'existe pas. Donc le bio 2%, l'intégré 7%, et puis finalement ce qui est resté, c'est ce qu'on appelait le modèle raisonné, qui est finalement le modèle le plus répandu dans l'agriculture française, donc 77% des parcelles, c'est-à-dire des parcelles qui sont conduites avec une utilisation qui n'est pas, il n'y a pas une couverture complète du point de vue phyto, mais il n'y a pas non plus un recours systématique à des alternatives. Alors voilà, quand on arrive à ça, on peut se dire finalement il faut changer de modèle, et si toute la viticulture faisait du bio, enfin si tous les viticulteurs français faisaient du bio, faisaient de l'intégré, c'est sûrement pas si simple que ça, parce qu'on observe en même temps, en observant d'autres indicateurs, qu'on est quand même sur des créneaux particuliers avec des niveaux de production plutôt modérés, donc certainement dans des productions, dans un certain schéma de production de la viticulture française, mais qui ne couvre pas l'éventail des différents modèles de production. Donc c'est sûrement assez utopique d'imaginer que si... donc en gros, les consommations de phyto, l'IFT de ces modèles bio et intégrés, c'était en moyenne 30% de moins, une consommation inférieure de 30% aux témoins, au modèle raisonné. Donc en fait, ce qui devient encore plus intéressant, c'est quand on regarde le détail de ce qui se passe dans ces 77% de raisonnés, c'est là qu'il y a la plus grosse variabilité. Et ce qu'on a remarqué dans chacune des régions, c'est qu'il n'y a absolument aucune relation entre le niveau de rendement et le niveau de consommation de phyto. On pourrait penser que ceux qui ont des gros niveaux de production consomment plus de phyto, ça n'est pas vrai. Quel que soit le niveau de production, on a une large gamme d'IFT. Ce qui veut dire qu'à tous les niveaux de production et sur tous les modèles de production, il est possible, les viticulteurs d'ores et déjà, un certain nombre de viticulteurs d'ores et déjà ont un recours très modéré aux produits phytosanitaires, avec des résultats économiques qui doivent être corrects, puisqu'ils sont là, puisqu'ils exercent leur activité. Donc c'était vrai en 2006, c'est vrai en 2010. Et donc ça veut dire qu'il y a quand même de nombreux agriculteurs, on l'observe aussi dans les autres filières, qui trouvent de bons compromis entre un niveau de production agricole satisfaisant selon leurs objectifs, mais je mets bien objectif au pluriel, donc c'est vrai y compris dans le cognac, on a quand même des gros volumes pour faire de l'alcool. Dans le cognac, on peut faire 120 hectos et avoir un IFT de 5, 6, 7. C'est possible. On peut aussi avoir un IFT de 30, mais bon. Donc il y a bien des viticulteurs qui, de fait, trouvent ces compromis. Ça existe. Et donc la question est de savoir qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui rend possible ces bons compromis. Donc c'est un travail qui est en cours. Alors les enquêtes praticulturales du ministère, elles sont complètement anonymes, donc il n'est pas question qu'on identifie ces viticulteurs pour aller les voir et leur demander quels sont leurs secrets. Mais voilà, on peut aussi engager, on engage nos propres enquêtes, et on s'appuie en particulier sur les réseaux défis donc du plan Éco-Phyto, où on trouve des mises en réseau d'agriculteurs dont certains sont performants, et donc là on peut travailler avec eux sur ce qui permet finalement cette double performance, pour reprendre les termes du ministère. Donc voilà un premier type d'intervention. Un deuxième, c'est la mise au point d'innovation technique. Alors les agriculteurs évidemment innovent, mais il n'est pas interdit aux chercheurs et au système de recherche et développement d'y contribuer aussi. Je pense que là, ce qu'on a observé entre 2006 et 2010, c'est une réduction de l'utilisation des herbicides. Et ça, je pense que le gros travail qui a été fait dans les années 90, dans les années 2000, sur les alternatives aux herbicides, donc le travail du sol, l'enherbement, il y avait quand même de grosses difficultés. Il y en a toujours en région méditerranéenne pour trouver des stratégies de protection des sols donc qui soient satisfaisantes, y compris de la concurrence pour la ressource en eau, dans des régions où l'irrigation n'est pas possible. Voilà, donc il y a quand même des avancées qui ont contribué à sécuriser finalement
le recul des herbicides. De la même façon, les travaux de nos collègues de pathologistes de Bordeaux sur un projet qui s'appelle Mildium, donc qui est une procédure, un protocole pour raisonner le nombre d'applications de fongicides en s'appuyant sur des observations et sur des symptômes. Donc on ne déclenche une intervention que si elle est vraiment justifiée. Donc il montre que de façon très simple, en rationalisant simplement les décisions de mise en œuvre des applications, on peut réduire de 30 à 50% le nombre d'applications. Et ça a été démontré, donc il y a un papier qui est sorti récemment avec 4 ans de bilan dans différentes régions viticoles. Donc voilà, on commence, là aussi, la recherche peut apporter cette démonstration, ces références qui sécurisent en quelque sorte ce recul du retour aux intrants phytosanitaires. Alors, ce qui reste à faire malgré tout, c'est intégrer ces différentes innovations dans ce qu'on appelle un système de culture. Un agriculteur, il a un parcellaire à gérer, il a des ressources en équipement, en main-d'œuvre, qui sont limitées. Et donc, il y a toute une gestion intégrée qui doit être raisonnée. Et donc là, il y a aussi eu tout un mouvement à partir des années 90 d'un travail de conception de systèmes de culture basé sur ce qu'on a appelé le prototypage. Donc le prototypage, ça consiste à réunir des experts, des agriculteurs, des gestionnaires de ressources, des conseillers, des chercheurs, et de sorte, pour définir ensemble une stratégie qui réponde à l'ensemble des objectifs et des contraintes de l'exploitation agricole, mettre en expérimentation et évaluer, à partir d'analyses multicritères, évaluer les performances de ce prototype ou de ces prototypes et ensuite soit les remettre en chantier si ça n'est pas satisfaisant, soit contribuer à leur diffusion. Et donc on voit en grande culture et souvent dans des problématiques de réduction des intrants, donc que ce soit les fertilisants ou les phytos, donc de nombreuses expériences en grande culture, en viticulture, enfin dans les différentes filières qui sont intéressantes. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'est porte sur des travaux à l'échelle du territoire, puisque Florence l'a dit à l'instant, la question de la gestion de la ressource donc, se fait à l'échelle d'un bassin versant, enfin à l'échelle à laquelle la ressource est disponible et doit être partagée entre différents usages. Et bien là, le sujet de recherche, c'est finalement comment articuler des contraintes et des objectifs à différentes échelles. Les agriculteurs, ils ont une exploitation, ils ont un parcellaire à gérer. Le gestionnaire de la ressource, il a un territoire et puis des usagers de la ressource dont il doit se préoccuper. Il peut y avoir des filières les agriculteurs peuvent dépendre d'un bassin d'approvisionnement, d'une coopérative, d'une industrie de transformation. Donc voilà, ces différents acteurs sont là, ils agissent à différentes échelles. Et donc là, il y a tout un travail possible sur la construction de scénarios. Donc on peut construire des scénarios de manière participative avec les différents acteurs dans le bassin versant. On a eu l'expérience ces dernières années dans un projet financé par le ministère de l'écologie sur le bassin versant du Rietor, donc dans la région de Béziers, où il s'agissait, donc là c'est une aire de captage donc, qui est classée Grenelle, donc qui est vraiment sensible avec des problèmes liés aux phytos. C'est un bassin versant sur lequel un tiers de la surface est occupé par la viticulture, donc la viticulture est en première ligne comme source de pollution. Et donc les scénarios, enfin plusieurs scénarios ont été travaillés avec les agriculteurs et avec les animateurs de bassins pour réduire les herbicides. Et donc la recherche, la contribution de la recherche à ce moment-là, ça a été d'instrumenter finalement cette négociation, ce débat, en fournissant des modèles qui permettent de faire des simulations. C'est pas évident de simuler a priori ce que seront les conséquences d'un changement de pratique, enfin d'une réduction des herbicides en amont, en aval, près de la rivière ou loin de la rivière, en tenant compte des fossés, des routes, enfin de toutes les infrastructures qui constituent le paysage. Voilà, il y a quand même des modèles de simulation qui permettent de faire ce genre de travail, d'explorer des scénarios et qui donnent quand même des ordres de grandeur pour aider à la décision. Et donc, par exemple, dans le cas que je citais, les simulations montraient qu'il n'y avait vraiment que la stratégie zéro herbicide qui pouvait assurer le respect des objectifs donc de limitation à 0,01 microgrammes de substances actives par litre. Mais le travail auprès des agriculteurs sur l'acceptabilité de ces stratégies montrait qu'il y avait certainement un compromis à trouver dès lors que
il pouvait s'autoriser une certaine flexibilité. C'est-à-dire que sur certaines parcelles et dans des conditions vraiment très compliquées d'entretien du sol, un herbicide pouvait être utilisé. Donc on a formalisé ces règles et elles ont été mises en simulation. Et donc ça pouvait passer. Donc voilà, enfin, il y a bien, effectivement, il y a des conflits d'usage, enfin, enfin, des conflits entre producteurs, enfin, oui, entre différents consommateurs de la ressource finalement, mais donc là, je pense qu'une contribution intéressante, me semble-t-il, c'est de donner des éléments quantitatifs qui permettent d'appuyer ou d'invalider au contraire telle ou telle stratégie. Voilà, donc en conclusion, je dirais que la recherche peut contribuer à la réduction des intrants, donc sur ces trois volets, caractériser l'état des pratiques, et c'est vraiment un vrai travail. On n'est qu'au début de cette analyse, parce que ça révèle finalement des marges de manœuvre qui étaient insoupçonnées. C'est intéressant de toucher du doigt quand même le fait qu'il y a de nombreux pionniers partout et qui ne sont pas marginaux, enfin, qui effectivement trouvent les bons compromis. La mise au point d'innovation, la production de références, c'est tout le dispositif, les agriculteurs eux-mêmes qui doivent être dans cette démarche, et c'est ce qu'on voit dans le plan Ecophyto. Et puis donc, dernier point que j'évoquais, c'est instrumenter les négociations autour de la ressource, donc à l'aide de modèles ou de références. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Gary.